Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur de l'habiter pour mieux vivre. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est dédiée au logement, mais pas n'importe quel logement, puisque aujourd'hui je vais vous donner 5 pistes, 5 structures, 5 concepts, 5 idées à creuser si jamais vous cherchez un logement et que vous êtes étudiant, jeune actif, service civique, stagiaire, en recherche d'emploi. Donc vraiment 5 types de structures qui vont vraiment vous aider et qui sortent également voilà, des classiques, Le Bon Coin où il y a plein d'arnaques, même s'il y a aussi des bonnes choses, du Crous qui est destiné finalement qu'aux étudiants qui ont un numéro étudiant et des agences immobilières qui sont parfois un petit peu chères. Donc on va commencer sans plus tarder. Numéro 1, Adel.org. Adel.org, de manière assez simple, c'est une plateforme en ligne, donc c'est un site internet qui recense environ 900 résidences universitaires et étudiantes qui elles-mêmes sont soumises à la réglementation de la location immobilière et qui sont construites par des grands entre guillemets de la construction immobilière, comme par exemple le bailleur social Vilogia, comme Odalicity, comme Nexity, ou encore avec des structures comme France Campus ou le Logis Breton pour les plus locales d'entre elles, qui sont présents et qui eux-mêmes référencent leurs résidences universitaires et étudiantes sur cette plateforme. Donc l'idée d'Adel.org, c'est que vous pouvez justement chercher votre résidence universitaire conventionnée et construire justement par ces grands de l'immobilier, et que vous pouvez donc les réserver en ligne très rapidement, en direct, et que surtout vous avez la disponibilité de votre logement en temps direct. Donc on sait tout de suite s'il reste de la place ou pas, et ça c'est assez intéressant. L'idée est simple, vous créez votre compte. Ensuite, vous cliquez réserver 5 résidences maximum, enfin 5 logements maximum il me semble. Et une fois que vous réservez, ensuite c'est à vous d'envoyer les pièces justificatives patati patata pour établir votre dossier de candidature et puis ensuite prendre rendez-vous ou pas avec le gestionnaire de la résidence qui vous intéresse. Donc vraiment l'intérêt d'Adel.org, c'est que là on sort un petit peu des résidences classiques du Crous et en même temps on est sur des services de résidence universitaire qui parfois proposent justement plus de services que les classiques Crous. Donc on peut avoir par exemple du gardiennage, une laverie. Bon, la laverie c'est assez basique, on en retrouve assez de partout, même au Crous. Voilà, des salles de sport. Et puis on est vraiment dans des résidences universitaires qui en général sont meublées, mais qui sont souvent neuves. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis surtout, si vous n'avez pas de numéro étudiant, si vous n'êtes pas vraiment considéré comme étudiant, comme par exemple vous êtes jeune actif, là ça peut vraiment être intéressant pour vous. Ou même si le Crous est tout simplement saturé et n'a pu répondre favorablement à votre demande de logement, Adel.org c'est vraiment intéressant, d'autant plus qu'ils sont un petit peu les premiers à faire ça en France, sachant que la plateforme, en tout cas le dispositif, lui existe depuis 1997. Donc Adel.org à ne pas oublier. Deuxième concept, structure, marque, comme vous voulez. Il s'agit de Locaviz. Alors Locaviz, c'est tout simple. Locaviz, ça a été créé par le Crous et c'est géré par le Crous d'un point de vue technique. Et en fait, Locaviz, c'est tout simplement un site qui recense toutes les annonces de particuliers qui mettent à disposition justement des locations spéciales pour les étudiants. Donc il s'agit soit de chambres chez l'habitant, soit de colocation. Voilà, on est vraiment dans un format comme ça, un petit peu ce que vous pouvez trouver sur Le Bon Coin. Sauf que là, ce qui est intéressant avec Locaviz, c'est que comme c'est géré par le Crous, les annonces elles-mêmes, elles sont modérées. On vérifie quand même que le logement existe bien, qu'il est quand même aux normes, que c'est un logement décent, etc. Et ça, c'est quand même, je pense, un gage de sécurité et de stabilité pour la personne, pour l'étudiant qui va du coup habiter le logement. On est sur des loyers d'un montant assez courant, donc on tourne aux alentours des 350, 550 euros. Hors APL, ce qui est vraiment finalement dans la gamme du marché actuel. Donc vraiment l'intérêt avec Locaviz, c'est que du coup vous avez un recensement d'annonces qui sont déposées par des particuliers, sauf que ce sont des annonces qui sont quand même bien surveillées. Ensuite, il faut savoir que les annonces qui sont posées par les particuliers, elles ne restent que 2 mois sur la plateforme. 2 mois, c'est environ aussi le délai pour lequel le logement est justement mis en location et à trouver un locataire. Si vous cherchez un logement et que du coup le Crous ne vous a pas pris, que
que Adel.org peut se trouver aussi un petit peu cher dans vos tarifs, n'hésitez pas à aller sur Locaviz. Et puis là on est vraiment sur un format voilà un petit peu de particulier à particulier. C'est intéressant parce que vous pouvez avoir des annonces qui sont déposées toute l'année, même si Adel.org le fait aussi. De manière générale, il faut savoir que sur Locaviz, on est à peu près sur 13 000 logements étudiants qui sont proposés, colocation, chambre unique incluse. Donc n'hésitez vraiment pas à taper à cette porte si les autres sites internet ne vous donnent pas satisfaction. C'est vraiment une piste qui, selon moi, n'est pas assez connue, qui pourtant mérite d'être connue. Donc troisième concept, troisième dispositif pour trouver un logement qui pourtant est peu connu en France, il est encore voilà, réservé entre guillemets aux initiés ou à ceux qui ont vraiment cherché de partout. Il s'agit tout simplement des CAPS. Alors les CAPS, qu'est-ce que c'est qu'une CAPS? Une CAPS, c'est une colocation à projet solidaire. Et ça, c'est porté par l'association nationale La Fève qui a pour but justement de lutter contre les inégalités, notamment dans les quartiers classés prioritaires. Les colocataires d'une CAPS vont aussi porter un projet solidaire. Et vraiment, ce qui est intéressant dans ce projet solidaire et ce qui est intéressant dans cette colocation justement à projet solidaire, c'est qu'en fait, eh bien, le logement qui va vous être attribué et qui souvent est bien moins cher que ce que vous pouvez trouver dans les tarifs du marché classique, vous allez donc avoir un loyer qui n'est pas trop cher. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, votre logement neuf, ou en tout cas récent, est en fait situé dans un quartier dit prioritaire. Et vraiment le but de la CAPS, c'est donc de vous proposer à la fois un logement qui a un loyer assez raisonnable. On est environ sur 250 € en moyenne en 2018 hors APL, ce qui est vraiment abordable. Et en contrepartie, vous allez porter un projet solidaire justement au sein du quartier prioritaire dans lequel votre logement est implanté. Donc l'idée finalement c'est de remettre de l'humain dans l'urbain. Et je trouve que cette démarche elle est particulièrement intéressante dans le sens où on se fait se rencontrer des gens, déjà des jeunes qui peut-être ne se connaîtraient pas forcément en dehors de ce circuit un petit peu, voilà, pour les initiés qui est le CAP, c'est parfois la fève. Hein. Et en même temps on est vraiment là avec une dimension sociale. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas des assistantes sociales, vous n'êtes pas des travailleurs sociaux, vous n'êtes pas des gestionnaires voilà, de bailleurs sociaux, vous n'êtes pas des éducateurs spécialisés. Ce qu'on demande en fait c'est aux jeunes justement qui acceptent de faire cette colocation à projet solidaire, c'est de porter un projet qui va vraiment avoir un impact, qui va booster eh bien, le quartier dans lequel eh bien, cette colocation est située. Donc ça peut être, je sais pas, un projet citoyen, un projet culturel, un projet sur la responsabilité écologique, etc. C'est à vous de le porter, sachant que ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous allez devoir le faire avec les habitants, prendre contact avec eux, savoir un petit peu quel est l'avis du quartier, etc. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas y aller seul en dilettante. La FEV va vraiment venir vous encadrer avec notamment des formations au début de votre colocation à projet solidaire et puis ensuite vous épauler un petit peu lorsque bien la mission sera cadrée et que vraiment votre projet prendra vie avec les habitants du quartier. Entre 3 et 6 colocataires, logement, quartier prioritaire, loyer moins cher que le marché, projet solidaire tout au long du bail, donc tout au long de l'année, en général de septembre jusqu'à août de l'année suivante. Après, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'antenne locale de la FEV de votre département, mais sachez que ce dispositif existe et je trouve qu'il mérite vraiment à être connu. Alors pour la petite info, ça a commencé en 2010-2011. Au départ, il n'y avait que 28 capseurs, donc personnes qui faisaient cette colocation. Et puis ensuite, là en 2020-2021, on est sur un peu moins de 1000 personnes, donc ça a quand même connu une croissance incroyable. Même si voilà 1000 personnes qui font cette colocation, ça reste un petit peu anecdotique au vu de la population étudiante et jeunes actifs. Et ce qui est aussi intéressant avec les CAPS, c'est que c'est ouvert à tout type de profil. Enfin, tout type de profil, je m'explique. Donc les étudiants, les services civiques, les stagiaires, les alternants, les jeunes actifs. Donc finalement, on ratisse assez large, contrairement au CROUS qui lui, pour le coup, ne concerne finalement surtout que les étudiants ayant un numéro étudiant. Quatrième piste pour trouver un logement. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai pu expérimenter et il s'agit de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
En gros, qu'est-ce que c'est la cohabitation intergénérationnelle? Alors déjà, ses origines, elles sont espagnoles et ça a commencé environ en 1997 en Espagne. Et puis ce mouvement, ce concept, cette manière de vivre et de cohabiter est arrivé en France aux alentours de 2006-2005. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à parler de cette manière de cohabiter, de vivre, et qu'on commence à lui donner un petit cadre. L'idée, elle est finalement assez simple. C'est qu'en fait, une personne retraitée, âgée, qui en général est soit propriétaire, soit locataire d'un bien, a en général au minimum une chambre vide, et on a un jeune, voilà, soit un jeune actif, jeune en recherche d'emploi mais qui se débrouille, voilà, qui par exemple est suivi par Pôle emploi, voilà, jeune étudiant, etc., qui n'a pas de logement et qui justement, eh bien, va rencontrer cette personne âgée, et là, on va avoir une mise à disposition du logement vide, enfin du logement vide, de la chambre vide, en contrepartie eh bien, de la présence de ce jeune, être présent dans le logement de la personne âgée avec notamment sa chambre bien voilà privée, soit en échange de petits services, d'une présence rassurante, ou en général eh bien, d'une indemnité d'hébergement qui en général, en tout cas à la base, était peu élevée. Donc si vous payez un loyer, même si le terme juridique n'est pas un loyer, mais comme je vous le disais, une indemnité d'hébergement, on est aux alentours d'entre 150 et 250 euros hors APL. Donc il faut savoir que ce dispositif, il est maintenant conventionné et encadré. Voilà, vraiment le cœur de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est qu'à la fois on a des personnes retraitées, âgées, particulièrement en Europe de l'Ouest, qui se retrouvent seules, et notamment en France, et qui souvent ont des pièces vides chez elles qui peuvent être habitées, occupées par des plus jeunes qui cherchent un logement. Voilà, qu'à la fois donc ces personnes âgées, eh bien, ça rompt l'isolement. Pour certaines d'entre elles qui sont vraiment seules, ça permet de maintenir une certaine autonomie, d'avoir une présence rassurante, d'avoir des menus services qui sont rendus, et pour le jeune qui est hébergé, justement, d'avoir un loyer à moindre coût, tout en ayant une démarche un petit peu sociale et citoyenne. Alors je vous rassure, cohabitation intergénérationnelle, on ne vous demande pas d'être assistante de vie, garde-malade, aide ménagère ou quoi, hein. On est vraiment sur plutôt une coopération, chacun apporte ce qu'il peut, hein. Vous n'êtes pas là pour être infirmière ou être aide médicale, loin de là. Vous êtes un jeune, vous rendez des petits services si la personne âgée en a besoin. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite vraiment déjà à jeter un coup d'œil sur Cohabilis, qui est donc finalement le réseau national qui fédère un petit peu toutes les structures qui gèrent justement aux échelles locales eh bien, la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et puis si là maintenant tout de suite vous cherchez un logement et que vous dites punaise, c'est une trop bonne idée, eh bien je vous invite vraiment à taper cohabitation intergénérationnelle, accompagné, eh bien soit du nom de votre ville, soit du nom de votre département. Et là vous allez tomber soit sur des structures qui sont plutôt d'ordre public, donc municipalité, collectivité, etc. Soit sur des associations qui gèrent cela. Parce que le but aussi de la cohabitation intergénérationnelle, c'est qu'on n'est pas à la recherche d'un gain pour faire du gain. Toutefois, il peut y avoir des frais de dossier d'inscription. Comme je vous l'ai dit, des fois, vous pouvez avoir une indemnité eh bien, de logement à verser tous les mois, mais rassurez-vous, c'est assez minime. Et c'est d'ailleurs aussi souvent une aide pour les personnes retraitées qui, justement, ont aussi besoin d'un petit complément de revenus, que la pension de retraite, elle n'est pas forcément suffisante eh bien, pour les personnes qui la perçoivent. Après, rassurez-vous, vous verrez. Après, voilà, c'est depuis je crois, peut-être maintenant 3-4 ans, que la cohabitation intergénérationnelle solidaire a vraiment un cadre juridique et administratif qui se structure vraiment, parce qu'avant, parfois des choses qui pouvaient varier d'une région à une autre, des fois il y avait des choses qui n'étaient pas claires, mais je suis vraiment contente depuis que j'ai fini ma cohabitation intergénérationnelle. C'est maintenant qu'il y a un cadre, puisque la demande est de plus en plus forte, et vous allez voir de plus en plus dans les articles de journaux, etc., à quel point eh bien, c'est en train de monter en puissance. Et vraiment, je vous invite vraiment à tester cette expérience. Il y a vraiment aussi tout ce côté eh bien, finalement de créer du lien avec finalement eh bien, un autre pan de la population sur lequel on s'arrête peut-être pas forcément, et je crois vraiment qu'on doit ça à nos aînés. La petite précision, il faut bien retenir que c'est différent d'une colocation, parce que là on n'est pas justement dans une location entre les différents membres qui habitent, mais vraiment dans une cohabitation où la personne qui est propriétaire ou locataire de son logement met à disposition eh bien, une pièce contre plus ou moins une indemnité, comme je vous le disais. Cinquième structure, dispositif, concept à creuser si jamais vous recherchez un logement étudiant ou jeune actif en dehors du Crous, du Leboncoin, vous avez compris. Il s'agit tout simplement des foyers jeunes travailleurs ou des habitats jeunes.
comme on l'appelle. Alors je sais que parfois le nom fait peur parce qu'on se dit mais c'est pour les personnes, parlons franchement, pour les cassos ou ceci ou cela, mais pas du tout. Pour la petite histoire, les foyers de jeunes travailleurs sont finalement bien, un héritage de la période de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt de la pré-Seconde Guerre mondiale, et du mouvement un petit peu d'éducation populaire, puisque là on fait un double constat, à savoir qu'il y a l'exode rural où les jeunes repartent trouver du travail dans les villes, et en même temps ces villes sont à reconstruire. Et on assiste à une certaine crise du logement où justement les jeunes qui sont plus ou moins actifs peinent à se loger. Or l'on sait que le logement c'est vraiment un indispensable. Enfin bref. Donc finalement les foyers des jeunes travailleurs sont créés, sont pensés un petit peu à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Comme je vous l'ai dit, crise du logement, beaucoup de jeunes qui viennent en ville, patati patata, qui cherchent du travail. Et ils ont été créés à cette initiative. Donc le but c'est vraiment finalement de permettre une meilleure insertion professionnelle en ville pour les jeunes travailleurs. Et avec les années, ça s'est aussi ouvert aux étudiants, puisqu'on se rend compte que finalement le Crous n'est pas nécessairement accessible à tous. Les agences immobilières sont parfois trop chères. Et donc voilà, pour pallier cela, on a donc les foyers de jeunes travailleurs qui sont tombés, je vous l'accorde, dans des études voilà, entre les années 80 et le début des années 2000, puisque les logements étaient parfois vieillissants, puisqu'on ne comprenait plus trop la vocation. Et aujourd'hui, ça se restructure un petit peu, et je pense que c'est vraiment une bonne piste à creuser, d'autant plus que voilà, dans les foyers de jeunes travailleurs, on a des espaces de vie communs, une laverie, une bibliothèque, parfois, hein, pas dans tout, hein. Chacune a ses spécificités, mais c'est intéressant d'avoir cette vie en commun et en dehors du Crous, parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que contrairement au Crous, c'est ouvert aux jeunes actifs, c'est ouvert voilà, aux stagiaires, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, donc aux jeunes de moins de 30 ans qui sont en recherche d'emploi. À savoir que vous êtes censé occuper le logement maximum pendant 2-3 ans, après quand même il faut que ça tourne. Certains foyers de jeunes travailleurs ont parfois aussi des projets sociaux ou des projets citoyens, comme par exemple des jardins partagés, comme par exemple aussi une cellule spéciale création d'entreprise, parfois des assistantes sociales qui sont sur place. À vous de voir, je dis pas que c'est la majorité, je dis pas que c'est une règle voilà, qui est actée et qui est obligatoire. En France, il faut savoir que c'est l'UNAJ, HAJ, qui finalement chapeaute un petit peu tous les habitats jeunes, mais vous avez et donc vous avez aussi justement des résidences qui sont conventionnées avec ce réseau national, mais vous pouvez trouver également des associations, des structures qui ne sont pas forcément sous la marque de l'UNAJ, mais qui proposent quand même des foyers pour les jeunes travailleurs et pour les jeunes étudiants. Donc je vous invite vivement à regarder sur internet, donc voilà, foyer jeunes travailleurs de votre ville, de votre département, et même aussi à aller fouiller dans les pages jeunes, parce que des fois tout n'est pas forcément recensé sur le classique Google, mais les pages jeunes c'est parfois même plus précis justement pour des dispositifs qui justement ont déjà une certaine existence, mais dont tout le monde n'est pas forcément au courant et qui eux-mêmes ne font pas forcément la promotion, la publicité via un site internet, etc. Je suis arrivée au terme de la présentation de ces 5 dispositifs, 5 concepts, 5 structures marques qui proposent donc des logements pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs voilà, de moins de 30 ans. Donc pour rappel, adel.org, résidence universitaire étudiante, Locavise, pro particulier qui propose des logements aux étudiants gérés par le Crous. Ensuite, on a la cohabitation intergénérationnelle solidaire, donc là, une personne âgée retraitée et un jeune qui cohabitent ensemble. CAPS, colocation à projet solidaire, où là, on a une colocation mais qui porte justement un projet citoyen dans le quartier prioritaire dans lequel le logement à bas coût et implanté. Et puis pour terminer, les foyers des jeunes travailleurs qui franchement méritent vraiment le coup d'être recherchés. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez vraiment pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Shalom!